On ne devient pas coach par hasard, on est appelé. Mais alors, comment entendre cet appel et comment découvrir notre mission de vie? Bonjour à toutes et à tous, je suis Shiraz et j'aide les coachs et autres professionnels de l'accompagnement à prendre leur place de coach et à rayonner pleinement leurs vibrations. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Myriam Roule-Balma, coach et consultante en éducation, pour qu'ensemble, nous apportions des éléments de réponse à cette grande question. Comment trouver sa voie? Bonjour Myriam, Bonjour Shiraz, merci d'être là, merci d'avoir répondu oui à cette invitation. tout le plaisir est pour moi. Alors Myriam, tu es coach et consultante en éducation et tu accompagnes les parents et les professionnels de l'éducation à replacer l'humain au centre de toutes leurs préoccupations. Et avant cela, tu as été enseignante pendant près de 30 ans et tu en parles comme étant une vocation bien plus qu'un métier. Mais ce sont tes nouvelles responsabilités de mère qui t'ont fait entrevoir ce parallèle qu'il y a entre le professionnel de l'éducation et les parents. Un même objectif, celui d'accompagner, d'élever et, comme tu dis, dans le sens de rehausser et ouvrir la voie à un adulte en devenir. Et en même temps, de ce que tu dis, tu mesurais la facilité avec laquelle tu communiquais avec ces jeunes et combien elle contrastait avec les difficultés que tu avais à l'époque pour communiquer avec tes filles. Et à cela se rajoutaient tes propres souvenirs de filles et d'élèves. Et c'est ce qui est à l'origine d'une longue introspection qui allait chambouler ta vie, une quête pour démêler tout cela autour de la fille que tu es, de l'élève, de l'enseignante et de la mère. Tout à fait, oui, voilà, qui est bien dit pour résumer un petit peu tout ce qui fait que je suis aujourd'hui dans cette lignée, dans ce parcours professionnel pour être coach, effectivement, tout à fait. Alors Myriam, dis-nous quel a été le facteur déclencheur qui t'a donné l'élan d'accompagner les professionnels de l'éducation et les parents. Alors, c'est vrai, quand on pense à facteur déclenchant, on imagine que c'est un moment qui a été très précis dans ma vie. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ça a été un cumul comme ça de petits moments, de petites révélations qui se sont faites tout au long de ma vie. Ça a commencé d'abord à l'âge de 16 ans, lorsque on me demandait ce que je voulais faire comme métier. Et je me rappelle à l'époque, j'avais dit je vais être prof. C'est sorti comme ça tout de suite parce que en fait, je me rendais compte à quel point les enseignants que j'avais à l'époque ne répondaient pas comme je le souhaitais à mes aspirations d'élève. Ils n'étaient pas suffisamment présents, ils n'étaient pas suffisamment à l'écoute et je ressentais ça comme un profond sentiment d'injustice. Je dis, mais pourquoi ils ne sont pas plus à l'écoute que ça? Disons, je trouvais très aberrant de venir, de seulement donner un cours et de partir et sans s'occuper de ce que ressent l'élève à l'époque. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que je voulais être prof, en fait, pour être le prof que j'aurais aimé avoir, moi. Ensuite, il y a eu un deuxième, un deuxième moment très, très puissant dans ma vie. C'est lorsque j'ai eu mes filles. À ce moment, je n'étais pas très bien dans ma vie et je me disais, bon, à la limite, tant pis, ma vie est, on va dire, finie. Ma vie est déjà bien entamée. À défaut d'être heureuse moi-même, je ferai tout mon possible pour que mes filles le soient. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait à l'époque, comme discuter avec elles. J'avais même changé d'école, de système éducatif, en me disant au moins je garantirai pour elles toutes les conditions pour qu'elles soient heureuses. Jusqu'à ce que je me rende compte que mes filles allaient d'abord m'observer et que je ne pouvais pas leur demander d'être heureuses si moi-même je n'étais pas à l'époque. Et ça a été un moment qui était très puissant dans dans ma vie de mère. Un autre moment clé dans ma vie, ça a été quand j'étais enseignante. Et un jour, on était en train de travailler sur les métiers. Quel métier voulez-vous faire plus tard? Et je me rappelle avoir dit à mes élèves, je leur rabâchais ça tout le temps, je leur disais que c'était important de choisir vraiment un métier qu'ils allaient aimer. Parce que faire un métier, c'est comme si
on se marie avec une personne, donc c'est important de bien choisir. Donc, il fallait être sûr de soi. Et je me rappelle, il y a une élève qui s'est retournée comme ça et qui m'a dit, et vous, madame, est-ce que vous aimez le métier que vous faites? Et là, ça a été une belle claque. Parce que là où je me rendais compte que j'allais dire oui à 100%, je me rendais compte que je ne pouvais pas le lui dire. Je ne pouvais pas dire oui, j'aime mon métier. Autant j'adorais le contact avec les élèves. Je suis dans la transmission, j'aime transmettre, j'aime voir des visages comme ça qui s'illuminent lorsqu'ils apprennent quelque chose de nouveau. Autant il y avait beaucoup d'aspects dans mon métier qui me dérangeaient. C'est peut-être aussi le fait que je me rendais compte à quel point l'enseignant devait apporter à l'élève autre chose qu'un simple savoir. Un savoir qui aujourd'hui était vraiment à disposition des élèves avec un simple clic. Avec Internet, aujourd'hui, on peut avoir toutes les informations qu'on veut. Et je me rendais compte que être enseignant, c'était donner quelque chose de plus, qui n'était pas justement à l'ordre du jour dans les programmes des ministères de l'enseignement. Donc, cette remarque que m'a faite cet élève, ça a été vraiment ça a été une belle claque, comme je le disais, parce que je me rendais compte à quel point je manquais de congruence. Et ça a été très puissant. Donc, je me rendais compte que pour pouvoir donner l'exemple, aussi bien en étant mère qu'en étant enseignante, c'était important d'être cohérent et de faire ce qu'on disait. Donc, et ça a été le début de vraiment d'un long parcours où j'ai beaucoup remis en question mon métier. Ça a été l'occasion pour moi de réfléchir à quel métier je voulais faire. Donc ça a été, disons, le premier, on va dire, le premier déclic. Le premier déclic, comment ça s'est passé? Et d'ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, la congruence est vraiment une valeur phare chez toi. Complètement, complètement, tout à fait. Et je me rends compte à quel point, en tant qu'adulte, si on veut être écouté par les jeunes, eh ben, c'est important d'être congruent. En fait, c'est très important ce que tu dis parce que pour les personnes qui ont envie de trouver leur voie, ils ont l'impression que les gens qui ont trouvé la leur l'ont trouvé d'une manière évidente, simple, comme si c'était je me réveille le matin et puis je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, j'ai envie de faire ça et c'est évident. En fait, ce n'est pas évident de trouver sa voie. C'est une quête, c'est un cheminement. Alors, à quel moment est-ce que tu as su que c'était vraiment ça, cet accompagnement particulier que tu offres donc aux parents, mais également aux professionnels de l'éducation? En fait, c'est ce trio entre l'élève, le parent et l'éducateur. À quel moment tu as su que c'était là où tu avais envie d'œuvrer? Alors, c'est vrai que là aussi, il y a eu un déclic comme ça. Disons, cette quête, autant elle a pu durer vraiment des années, parce que j'ai été en grande souffrance, disons, à tel point que j'avais fait un burn-out à la fin de ma carrière professionnelle. Et justement, et en parallèle, j'essayais de trouver des réponses. Je pouvais pas accepter le fait d'arrêter comme ça ma carrière sans comprendre ce qui m'arrivait. Disons, le déclic s'est fait lorsque je me suis formée à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Quand j'ai découvert cet outil de communication, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous forme pas à la PNL lorsqu'on suit un cursus pour être enseignant? Il y avait des outils qui me permettaient aussi bien de comprendre mes élèves que de me comprendre moi-même. On oublie que dans une relation entre un enseignant et un élève, ce sont d'abord deux êtres humains qui communiquent. Et avec ces outils, j'arrivais à comprendre beaucoup d'aspects dans mon métier. J'ai compris pourquoi j'avais fait beaucoup d'erreurs au début de ma carrière. J'ai compris également pourquoi j'avais eu des problèmes avec certains élèves. Alors, en parallèle, c'est vrai que j'étais mal, mais je cherchais un autre métier. Je voulais faire un autre métier. Alors, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait une formation
de jardinage, fait une formation de plomberie, j'ai fait une formation pour fabriquer des abat-jours. Je me disais, bon, j'ai envie de faire un autre métier, mais bon, d'accord, mais quel métier est-ce que je vais faire? C'est ça. Et quand j'ai terminé mon cursus de PNL, il y avait une formation pour être coach. Et je me rappelle avant, quand je regardais le métier de coach, je me dis non, je ne me voyais pas du tout en train de faire le métier de coach. Et plus en fait j'avançais dans ma formation en PNL, et plus je me disais, mais oui, voilà le métier pour lequel je suis faite, voilà le métier que j'ai vraiment envie de faire, voilà le métier qui va vraiment donner du sens à tout ce parcours, à toutes les difficultés que j'ai pu ressentir. Maintenant que j'ai des outils, je n'avais qu'une hâte, c'est de les partager avec des enseignants d'abord, de les partager ensuite avec des parents, ben, pour avoir une vie plus apaisée, pour avoir des relations avec les élèves et des relations avec nos enfants qui allaient être plus apaisées. Voilà. Ce terme quête prend tout son sens là, parce que on est attiré par plusieurs domaines et on ne sait pas lequel peut devenir réellement une mission de vie, peut devenir un métier. C'est très nourrissant pour les personnes qui nous écoutent de voir qu'en fait, on peut vraiment aller expérimenter et toucher à tout pour vraiment sentir ce qui est ce qu'on a envie de faire. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. La clé, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se faire confiance dans ses, je dirais pas dans ses choix, mais dans ses questionnements. Tu sais, Shiraz, quand j'ai parlé de changer de métier à mon entourage, tout le monde était dans l'incompréhension totale. On me disait, mais tu es folle. Laisser tomber un métier. En plus, j'étais fonctionnaire, donc avec la sécurité de l'emploi, toutes ces questions qui revenaient sans cesse. Et, euh, et je me rappelle aussi, à ce moment, on m'avait dit, mais attends un petit peu ta retraite, qu'est-ce qui te reste encore 8 ans, c'est tout à travailler, et puis après, tu pourras faire ce que tu veux. Et là, ça me mettait encore plus en colère parce que j'avais l'impression d'être euh, prisonnière. Voilà, j'avais 8 ans à tirer et que par la suite, j'allais pouvoir être libre. Non, je n'étais plus prête à passer une seule journée dans ces conditions-là. Disons, je m'en rendais compte et plus je me disais non, c'est plus possible. Si c'était à refaire, vraiment, j'aurais pu être un petit peu plus à l'écoute de moi-même. Ça, en fait, tu touches deux points vraiment essentiels. Le premier point, c'est que quand on sait, on ne peut plus faire semblant qu'on ne sait pas. Tout à Ça, fait. Tout à fait. voilà, ça, c'est vraiment en termes de prise de conscience. Chaque prise de conscience n'est pas réversible, c'est-à-dire que dès qu'on prend conscience de quelque chose, ça y est, on le sait. Complètement. Et Complètement. l'autre point très important aussi, et je pense que ça va être une préoccupation chez beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ce fameux point de la sécurité financière, la sécurité matérielle. C'est à mon sens le dernier élastique qui saute, celui-ci. C'est celui qui reste accroché le plus longtemps, parce que c'est vrai que quand on a fait une carrière comme toi, par exemple, de pratiquement 30 ans, dans Oui. l'enseignement, il y a une forme de sécurité dans laquelle on est installé. Et vu de l'extérieur, ça peut paraître très risqué de laisser tomber cette sécurité-là pour aller se lancer dans une aventure avec plein de points d'interrogation au final sur Tout sur à ce fait. chemin-là. Alors justement, ma question pour toi, Myriam, c'est quand est-ce que tu as su que c'était le moment juste pour couper et te lancer? À partir du moment où j'ai su, je me suis dit, voilà, je ne peux plus rester dans mon ancien métier. Bon, c'est vrai que, miracle, à ce moment-là, il y a eu une belle opportunité pour moi pour faire un départ négocié. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est le moment. C'est comme si c'était un signe comme ça du destin, un signe de l'univers qui me disait, voilà, c'est le moment. Il faut y aller. À partir du moment où j'ai pris ma décision et entre le moment où j'ai
commencé vraiment à travailler, il y a eu une longue traversée du désert, hein, donc, parce que euh, je me rendais compte que être coach, c'est pas seulement accompagner, mais c'est aussi développer toutes sortes de compétences parallèles auxquelles je n'étais pas préparée. Je croyais que j'allais sortir, ça y est, allez, je suis coach, qui veut être accompagné? Or, c'est un métier où il faut développer d'autres compétences que le coaching, comme par exemple avoir de la visibilité sur les réseaux. Euh, Par exemple, ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi à faire. Je l'ai appris sur le chemin, on va dire ça comme ça. Alors oui, justement, Myriam, tu mets vraiment le doigt sur un sujet très important parce qu'on a l'impression des fois que quand on se lance, il suffit juste d'annoncer au monde qu'on est coach pour commencer à travailler, mais en réalité, c'est un processus de mise en mouvement qui doit se mettre en place. C'est justement avec cette intention que je mets au place le programme Rayonner sa vibration qui aide justement les coachs à rayonner pleinement leur vibration et plus concrètement à se mettre en mouvement, à se lancer, à oser se montrer au monde et à traverser cette, cette question de l'invisibilité et puis à prendre confiance parce qu'il y a aussi la question de la légitimité, de tout ce questionnement-là qui se pose autour du lancement de son activité de coaching. Alors Myriam, toi-même, tu as suivi ce programme. Est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent ce qu'il t'a permis peut-être de comprendre ou de faire, de réaliser concrètement? Alors oui, c'est vrai, avec la formation rayonner sa vibration, j'ai pu mettre en lumière différents aspects de ma personne. En fait, je voulais être coach et en laissant de côté ces autres parties de moi. Et c'est pas possible parce que on ne peut pas se dire ah bah tiens, je suis seulement coach ici dans cette situation-là. Il y a des interactions qui se font entre ces différentes parties de nous-mêmes et avoir pu les mettre à jour et de voir dans quelle mesure elles interagissaient ensemble m'a permis vraiment de me libérer de pas mal de poids, véritablement de prendre. C'est comme si c'était des cordes qui me tenaient et à chaque fois, il y avait une corde qui partait pour pouvoir enfin me libérer. C'est très intéressant ce que tu dis. Merci Myriam. C'est vrai que on a tendance à vouloir compartimenter notre vie professionnelle et notre vie personnelle, mais il fonctionne en vase communicant. On ne peut rien compartimenter du tout. Quand par exemple, on a vécu un événement qui a peut-être affecté notre énergie le matin même, ben, on arrive avec ça dans notre accompagnement. Et si on est dans le déni par rapport à ça, ça va avoir un impact, mais qu'on ne contrôlera pas. Tandis que quand on embrasse ce qui est, et quand on dit oui, oui, je me suis disputée avec une personne ce matin, et puis après, dans mon accompagnement, je vais parler de bienveillance, de communication bienveillante, eh bien, l'un peut aller avec l'autre. C'est-à-dire qu'on reste quand même humain et c'est important de prendre conscience que ce qu'on offre comme accompagnement, on n'a pas besoin d'être parfait dans notre vie pour pouvoir offrir cet accompagnement-là. C'est là aussi quelque chose qui est important de comprendre parce que sinon on risque d'attendre d'être parfait pour s'autoriser à accompagner les gens. Oui, tout à fait. C'est vrai, Shiraz. En plus, il y a ce côté voilà, de vouloir euh, être, comme tu disais, parfaite pour pouvoir démarrer. Et je me rendais compte à quel point c'était un frein énorme dans mon parcours. À chaque fois, je dis non, non, je ne suis pas encore prête. J'ai besoin encore de faire telle formation. J'ai besoin encore d'être encore plus visible sur les réseaux. J'ai besoin, peut-être que le prix que je vais demander, ça va être trop cher et puis les gens, ils vont pas vouloir venir. Il y avait énormément de freins qui étaient là. Et je vais dire, le pire dans tout ça, c'est que je ne me sentais pas le droit de demander de l'aide parce que je suis coach, parce que j'étais censée donner des réponses à toutes les questions. Donc, et c'était une position qui était très inconfortable pour moi.
Et quand tu m'as parlé de cette formation, je dis waouh, vraiment, c'est la formation qu'il me faut là maintenant, là tout de suite. Et mettre en lumière tous ces aspects euh, m'a permis vraiment de pouvoir aller plus sereinement de l'avant. Alors justement, Myriam, on a vu qu'il y avait vraiment des interactions et des intrications entre vie personnelle et vie professionnelle et que ce métier de coaching, c'est vraiment quelque chose qui vient nous toucher au plus profond de notre être. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie personnelle depuis que tu accompagnes les parents et les professionnels de l'éducation à mieux gérer leurs relations et à placer vraiment l'humain au cœur de leur métier? Alors, c'est vrai que depuis que j'accompagne les parents, les professionnels de l'éducation, les jeunes aussi, certains jeunes, je me rends compte à quel point il est important de faire preuve de bienveillance dans toutes les situations. Parce que on peut très bien, on peut très bien voir dans notre posture de coach ce qui ne va pas ou bien qu'est-ce qui pourrait aller mieux. Mais si la personne n'est pas prête à voir ce cheminement-là, euh, c'est pas possible. C'est pas possible de faire le travail à la place de la personne. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a appris l'humilité et surtout la bienveillance. Je me rappelle au début de ma carrière, lorsque j'étais dans l'incompréhension de, parce que certains parents n'avançaient pas comme je souhaitais qu'ils le fassent. Et j'étais vraiment dans l'incompréhension. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui me semblait tellement évident? Et là aussi, donc c'est un métier qui m'a appris à vraiment faire preuve de bienveillance et d'humilité aussi. Chacun va avancer à son rythme. Il y a des personnes qui vont arriver très rapidement, d'autres qui auront besoin de plus de temps. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est important de ne pas bousculer les personnes. Ça, c'est très important, absolument. Ça me fait penser à l'énergie du sauveur dans laquelle des fois on peut se trouver et où on est comme si on avait une attente par rapport au résultat. Parce que l'énergie du sauveur, c'est ça, c'est d'avoir une attente par rapport au résultat, alors que le résultat est entre les mains de la personne qui chemine. Nous, on peut juste Oui, éclairer le chemin et dire, voilà, regarde là, mais c'est la personne qui va décider de faire le pas en avant ou pas. Et cette énergie du sauveur est l'un des défis justement majeurs quand on démarre notre activité de coaching et qui peut vraiment devenir un frein. Si on ne remarque pas des résultats chez les personnes qu'on accompagne, on peut se remettre en question et arrêter d'accompagner. Et ça, c'est un défi majeur. Alors justement, à propos de conseils qu'on pourrait donner, quels conseils est-ce que tu donnerais, Myriam, à une personne qui désire se lancer dans le coaching? être à l'écoute de soi-même. Vraiment suivre cette petite voix qui est là. Parce qu'on ne vient pas, je pense, au coaching comme ça par hasard. C'est qu'on a au fond de nous quelque chose qui va nous pousser, qui va nous dire oui, vas-y, tu es sur la bonne voie. Donc vraiment être à l'écoute de soi-même, encore et toujours. Et ne pas hésiter à demander de l'aide, vraiment, vraiment. Parce que là aussi, autant c'est comme si c'est comme si un médecin allait demander à quelqu'un d'autre voilà un médicament ou autre chose. Ben non, même si on est coach, même si on est un professionnel de l'accompagnement, eh ben on a besoin également de l'aide des autres et c'est absolument pas contradictoire, donc ne pas hésiter, ne pas hésiter à aller demander de l'aide. Je te remercie, Myriam, pour ces partages si nourrissants et si inspirants. Là, ma question pour toi, c'est quelle est ton intention supérieure aujourd'hui? Qui tu as envie d'aider et comment? Et aussi, comment est-ce qu'on peut te contacter si on se sent appelé par cette intention-là? Alors, vraiment, ce qui me motive là maintenant, c'est vraiment d'aider les adultes. Aider les adultes qui ont en charge, qui ont comme responsabilité de s'occuper des enfants. Que ce soit des parents,
ou des professionnels de l'éducation. Parce que, en fait, on ne choisit pas d'être un jeune. Ça fait partie du parcours d'un être humain. Un être humain, on va être d'abord un bébé, il va être par la suite un jeune. Donc, on ne choisit pas d'être un jeune, mais par contre, on choisit d'être parent, on choisit d'être professionnel de l'éducation. Donc, c'est vraiment à nous, en tant qu'adultes, d'être au plus près de ces jeunes, de les accompagner pour en faire plus tard des adultes heureux. Ça m'a fait penser à mon prof de maths quand j'étais au lycée, qui, seulement avec quelques phrases qui m'ont montré qu'il croyait en moi, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, je pense encore à lui et je le remercie encore. Et c'est vraiment ça, j'ai l'impression, ce que tu es en train d'offrir au monde, c'est vraiment d'offrir les outils et les moyens pour que les adultes qui ont un rôle dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent puissent vraiment leur montrer qu'ils croient en eux et qu'ils impactent positivement leur vie. Les enfants grandissent en interaction avec des adultes. Et ces adultes, plus ils seront bienveillants avec eux, plus ils auront des outils aussi pour gérer aussi bien les émotions des jeunes que leurs propres émotions. Et plus ça pourra être efficace, plus ça sera fluide. Parce que les adultes, souvent, sont aussi des enfants qui n'ont pas été écoutés. Et pouvoir faire la part des choses permet justement d'avoir des relations plus apaisées entre ces adultes et ces jeunes. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si tu me permets, Myriam, je vais dire le nom de mon prof de maths parce que s'il m'écoute ou si quelqu'un qui le connaît m'écoute, qu'on lui dise vraiment un grand merci. Il s'appelle Monsieur Bertrand et c'était au lycée français de Rome. Alors, j'espère qu'il se reconnaîtra et qu'il me fera un petit coucou pour que je lui dise merci en live. Il a impacté ma vie et je suis sûre que les personnes que tu accompagnes, ce sont des adultes qui, à leur tour, vont impacter la vie et c'est juste merveilleux de planter cette graine-là. Vraiment, merci infiniment pour ta vibration et pour tous ces partages merveilleux. Alors, pour les personnes qui se sentent appelées, pour ces adultes ou peut-être ces parents de jeunes, d'adolescents, d'enfants, etc., comment est-ce qu'on peut te contacter? Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Pour les personnes qui sont intéressées, on peut me contacter via ma page Facebook, donc ma page Myriam Roule Balma. Donc, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram également. Donc, je propose des accompagnements individuels donc pour les personnes qui souhaitent me contacter pour des problématiques bien particulières, bien sûr en relation toujours avec des enfants, et que ce soit des parents, que ce soit également des cycles de formation pour les enseignants. On sait à quel point aujourd'hui il est important pour les enseignants d'avoir des connaissances en neurosciences affectives, savoir comment fonctionne le cerveau, avoir des connaissances également en empathie, justement. Donc, et tu sais, Shiraz, que dans certains pays comme le Danemark, le cours d'empathie est obligatoire de 6 à 16 ans à raison d'1 heure par semaine. Donc, c'est important pour que les jeunes puissent avoir un espace justement où ils puissent s'exprimer sans avoir peur d'être jugés, qu'ils puissent être écoutés par des enseignants qui vont être attentifs à cette notion-là, qui puissent être formés, par exemple, en empathie, pouvoir apprendre à communiquer. Donc, ce que je propose également, c'est des formations pour les enseignants et des ateliers pour les parents. Je propose également des ateliers de parentalité pour avoir des relations plus apaisées avec ses enfants. Donc, si je comprends bien, les parents qui se sentent appelés par ta vibration vont pouvoir te contacter pour faire des séances en individuel et également Oui. des ateliers en groupe. Tu parles de jeunes qui peuvent aussi se faire accompagner par toi. À partir de quel âge, typiquement, les jeunes viennent vers toi pour explorer toutes ces questions-là? Alors, c'est plutôt à partir de 13 ans, donc l'âge de la préadolescence. En fait, parce qu'avant 13 ans, je pense que les parents peuvent les aider concrètement.
des jeunes, par exemple, des jeunes qui ont du mal à communiquer, qui ont des problèmes de communication, qui sont timides ou bien encore qui sont en décrochage scolaire. Disons, j'accompagne les parents dans une relation en fait systémique parce que la famille est un système. Et souvent, les jeunes, quand ils ne sont pas réellement en demande, ne vont pas adhérer à un programme d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que l'adulte, de par sa posture d'adulte, de responsable de la famille, peut intervenir et en communiquant différemment avec son enfant, pourra justement impacter cet enfant-là. Donc, c'est à ce niveau-là que j'accompagne les jeunes, je dirais indirectement. Après, j'accompagne également d'autres grands adolescents lorsque ils sont en difficulté de communication, lorsqu'ils ont du mal à trouver leur voie, lorsqu'ils n'arrivent pas à se décider pour une orientation. Donc, faire le tri justement entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à l'entourage. Souvent, ce sont des choix qui sont dictés par ce que le jeune a pu entendre dans son entourage quand et souvent, ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à se décider parce qu'ils ont entendu ce qui se disait autour de lui à propos du bon métier et il va se l'approprier sans se rendre compte que ce n'est pas vraiment le métier qu'il a envie de faire. Et je les accompagne justement pour faire la part des choses, pour rendre aux autres ce qui leur appartient et être beaucoup plus connecté avec soi-même. Donc, ensuite, j'accompagne les enseignants. Ça sera beaucoup plus dans le cadre plutôt dans un cadre professionnel. Ça veut dire pour des écoles qui ont envie de former leurs enseignants à la communication bienveillante, parce que les enseignants, en tant qu'adultes également, peuvent impacter positivement leurs élèves, peuvent apprendre à les motiver différemment. Et les enseignants aussi arrivent avec leur casserole. Souvent, on a des enseignants qui vont reproduire des modèles auxquels ils ont été eux-mêmes formés et ils vont calquer sans se rendre compte que ce n'est pas forcément le meilleur des moyens. Et aider les enseignants également à faire ce tri dans leur histoire permettra justement à ces enseignants, leur permettra d'avoir des relations de meilleure qualité avec leurs élèves. Donc, voilà ce que je propose. Et j'imagine aussi à la maison, parce que quand un professionnel de l'éducation est formé à certaines techniques de communication, à développer son empathie et sa bienveillance, ça va se répercuter aussi chez eux, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de ressemblances entre l'enseignant et le parent. Les deux sont mus par un même désir, un même souhait, une même volonté, c'est celui d'accompagner un enfant. Et souvent, la relation entre l'enseignant et le parent, c'est je t'aime, moi non plus. On se jette souvent la pierre, on croit que c'est l'autre qui est responsable de ce qui arrive à notre enfant ou bien à notre élève. Et on gagnerait beaucoup plus à travailler main dans la main, justement, pour le bien des jeunes. En fait, lorsque les parents faisaient la formation, ce sont les jeunes qui se rendaient compte tout de suite qu'il y avait un changement. Et je me rappelle, une de mes participantes m'a rapporté ces faits. Sa fille, qui était surprise du changement qu'elle observait, était venue pour lui toucher le front comme ça pour voir si elle n'était pas malade. Voilà, elle avait vu sa mère qui changeait avec elle, qui communiquait différemment. Et puis, ça c'était quelque chose qui est très puissant. Et pour la petite anecdote, les parents me disaient également que ça marchait également avec les maris. Alors, je sais aussi, Myriam, que tu lances bientôt un événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est un atelier de parentalité. C'est un Mhm. atelier qui va se dérouler en 7 rendez-vous, espacés chacun d'une semaine. Et ce sont les ateliers Faber et Maslich, en fait. La méthode
parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Donc, c'est une série de rendez-vous espacés d'une semaine pour que les parents puissent avoir le temps justement d'expérimenter les outils que je leur donnerai dès la première séance et pour pouvoir en parler la séance d'après. Donc, et puis on abordera plusieurs thématiques comme accueillir les émotions, développer l'autonomie, l'alternative à la punition. Donc, toutes sortes de thématiques qui sont vraiment importantes dans la relation de parentalité. Absolument. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire et avoir plus d'informations sur le détail? Est-ce que ce sera sur ta page Facebook ou... Oui, ça sera sur ma page Facebook, effectivement. Oui, tout à Ok. fait. Faut absolument, absolument vous abonner sur la page Facebook pour être tenu informé de tous les événements qui vont se produire. Et donc, si je me souviens bien, ça va démarrer vers le 10 décembre, c'est ça? Voilà, le samedi 10 décembre, effectivement. Ça sera tous les samedis. Bon, on aura une petite pause, bien sûr, pendant les vacances de fin d'année et on reprendra en 2023 pour faire les 7 séances. Voilà. Ok, super. Vraiment, l'événement à ne pas rater, les amis, si vous voulez apprendre à, j'adore ce que tu as dit, apprendre à écouter les enfants pour qu'ils puissent parler. Parce qu'on a souvent tendance à apprendre à parler aux enfants pour qu'ils nous écoutent, mais personne, enfin, en tous les cas, moi, j'ai jamais entendu l'autre partie qui est tout aussi importante, c'est Tout à d'apprendre fait, à les tout à laisser fait. parler. Voilà. Oui, oui, tout à fait, oui, effectivement. Et je trouve que c'est le titre justement de l'ouvrage qui a été fait par ces deux dames, hein, donc deux Américaines, donc d'où la méthode Faber et Maslich. Et je trouve que c'est vraiment très puissant déjà comme message. Donc ça suppose d'emblée que on est avec nos enfants dans dans un discours de sourds. Donc, c'est important justement de tendre l'oreille pour que aussi bien pouvoir les écouter que justement se faire écouter. Tout à fait, tout à fait. Et c'est super intéressant parce que tout à l'heure, le conseil que tu avais pour les personnes qui voulaient se lancer en coaching, c'était d'apprendre à s'écouter. Mais en fait, on revient toujours à la même chose. C'est comme si on apprenait aussi à écouter cette part de nous qui a besoin de cet espace pour pouvoir s'exprimer, en fait. Et c'est un petit peu aussi la même chose qui se produit à l'extérieur dans cette relation entre parents et enfants ou adolescents. Complètement, complètement. C'est vrai, c'est vrai. Et nos enfants sont souvent les premiers à nous renvoyer justement ce miroir pour nous dire à quel point souvent on peut faire preuve d'incongruence. Euh, L'intelligence, c'est de savoir les écouter sans que ça nous affecte outre mesure, parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas parfaits. Personne ne peut l'être. Aspirer à la perfection, c'est justement un leurre. Et leur donner justement l'image de parents imparfaits, c'est justement leur donner également à eux l'occasion de faire des erreurs et de continuer à apprendre. Donc, c'est important de faire attention à ce message qu'on véhicule à nos enfants. Magnifique, c'est magnifique. Et justement, là, je te sens très inspirée et je vais vraiment te laisser le mot de la fin pour pour offrir au monde le message que tu as à offrir. Mais avant cela, je tenais vraiment à te remercier, Myriam, pour ce moment très sympa qu'on a passé ensemble, pour ces partages aussi bien finalement personnels que professionnels et qui, je suis sûre, vont inspirer toutes les personnes qui vont nous regarder et nous écouter aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui sont là aussi à nous regarder, à nous écouter. Je te laisse la parole de la fin pour nous exprimer ton message au monde et ce que tu as envie de laisser à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci. Euh, alors, s'il y a un message que je voudrais transmettre à la fin de cet entretien, c'est pour rebondir d'abord sur certaines remarques que j'entends lors de mes ateliers. C'est par rapport à des parents qui me disent, mais est-ce qu'il ne serait pas trop tard, justement, mon enfant il a 15 ans, ou mon enfant il a 18, mon enfant a 28 ans. Il n'est jamais trop tard.
pour avoir des relations apaisées avec ses enfants. Mieux encore, il n'est jamais trop tard pour avoir des relations apaisées avec ses parents. Je vous donne rendez-vous très bientôt, ce sera le 10 décembre. À très bientôt. Au revoir.